sur la Costa Verde. Si vous voulez bien, on y va? On y va. Allez. Au nord-est de la Corse. Alors la descente est un peu scabreuse, mais vous êtes des randonneurs aguerris? Raphaël accueille gratuitement un groupe d'Alsaciens venus découvrir l'une des cultures emblématiques de la région, la noisette de Servione. Je vais couper le courant parce que... j'expliquerai ça, mais on n'a pas d'écureuil en Corse, mais on a des sangliers. Et je peux vous dire qu'un sanglier, quand il vient la nuit, il vous fait un sacré dégât dans les vergers. Et les sangliers, ça mange plus qu'un écureuil. Planté en 1977 par son beau-père, ce verger est abandonné pendant 20 ans, jusqu'à ce que l'agricultrice le récupère avec tout le matériel d'époque. Voilà, l'aspirateur, c'est une antiquité. Je trouve que c'est formidable parce qu'on dirait une épave. Bon, c'est une machine magique parce qu'elle est extrêmement simple et extrêmement efficace. En un tour de clé, la machine infernale aspire et sépare feuilles et déchets des noisettes. J'avale tout. Voilà, elle commence à arriver. Un système idéal pour Raphaël, qui peut tout faire toute seule, enfin presque. C'est prévu. Mais regardez, à la sortie, il n'y a rien à faire. Mais cette année, la récolte est loin d'être à la hauteur de ses espérances. Et ce n'est pas la faute des sangliers. Malheureusement, on a un petit souci depuis l'an dernier de température très élevée en été, ce qui fait que j'ai des branches entières qui sèchent. Vous voyez, voilà, tout ça, c'est pas normal. Bon. C'est la première année? Déjà l'an dernier, on avait ce phénomène et ça s'est accentué. Donc on a une petite récolte. Donc moins de charpentières productives, et même celles qui sont productives, elles ont peu produit. Si bien qu'elle a perdu 50% de sa production en 3 ans. Andez-vous, hein. Andez-vous. Ça veut dire allons-y en Corse. Les 400 kilos qu'elle a réussi à récolter malgré tout vont être entièrement transformés par ses soins. On va goûter de l'huile de noisette. Ah, pas besoin de sel pour l'huile de noisette, elle se suffit elle-même. Et les randonneurs ne se font pas prier. Elle est exquise. On te croit, hein. Vraiment très bonne. Excellent. Très fruité et tout. Un goût très identifié qui n'a que des adeptes. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en bouche? C'est le plus en bouche. Bah, noisette de chez Noisette. Hein. Sous sa petite coque de bois, la noisette ne paye pas de mine. Mais discrètement, elle a su conquérir le monde. Lovée dans sa feuille, appelée involucre, la noisette fait partie du club très privé des superfruits. Riche en vitamine E et en oméga 9, en fibres, le petit oléagineux est le cocktail idéal pour un encas. C'est bon, il y a des bonnes huiles en fait, c'est du bon gras quoi, donc le bon gras c'est bon pour le corps quoi. J'adore. Ah, moi c'est une passion, hein. Franchement ça si je pouvais en manger tout le temps, j'en mangerais tout le temps. Mais la noisette a plus d'un tour sous sa coque. Entière ou concassée, en copeaux ou mixée, elle a ce petit quelque chose qui apporte systématiquement une touche de gourmandise à toutes les recettes. Oh. C'est bon? Oh, c'est très bon. Et c'est pas sucré du tout. Waouh! Forte de sa bonne réputation, la noisette est devenue la mascotte des industriels. Elle est partout. Chocolat, céréales, biscuits et bien sûr le fer de lance de toute la filière, la pâte à tartiner. 70% de la production mondiale de noisettes y sont engloutis et les Français en sont les plus gros mangeurs. Pâte à tartiner. C'est un produit que les Français aiment beaucoup. Et nous, on aime les Français qui aiment notre pâte à tartiner. Aujourd'hui, 1 100 000 tonnes de noisettes sont produites à travers le monde. Chine, Chili, États-Unis, Italie, France.
Mais c'est bien la Turquie qui règne en maître sur le marché avec 800 000 tonnes par an. Malheureusement, cette année, certaines récoltes ont été décimées par des insectes ravageurs. Sans traitement avec le balanin, on a 80% de dégâts. Et avec la punaise, malgré les traitements, on peut atteindre jusqu'à 10 à 15% de noisettes qui sont nécrosées. Face à l'adversité, la noisette, petite mais costaud, n'a pas dit son dernier mot. Fin août, sur les collines des Hautes-Langues en Italie. Les vignes se font voler la vedette par les noisetiers dans le paysage. Pierre Marcolini, chocolatier belge de renommée mondiale, vient ici pour commander l'un des produits phares de ses créations, la nocciole del Piemonte, la fameuse noisette du Piémont. Ma mission, c'est d'abord de rassurer mon équipe en disant on aura bien des noisettes, ça c'est déjà la première chose. Et puis en même temps, de comprendre aussi les problématiques des agriculteurs, donc de voir ce qui se passe. Hey, enfin. Bonjour Modena. Buongiorno. Piacere. Come stai? Sur place, il retrouve Morena, son contact, et Graziano, l'un des 8000 nuciculteurs de la région. Une plongée au cœur du terroir que l'artisan affectionne tout particulièrement. Ce que j'adore, c'est, tu vois, c'est la couleur. Moi, ça me fait penser à quand on fait le sucre et qu'on caramélise comme ça. Tu vois, t'as des nuances comme ça de caramel qui sont magnifiques, quoi. Bon, ça, j'ai pas encore réussi à faire. Hein. La noisette du Piémont, et cela a été prouvé par une étude de l'université de Turin, est la meilleure du monde. J'adore. On a fait des sondages et tout ce qui s'en suit, mais on a dit c'est quand même la noisette du Piémont la meilleure au monde. J'adore. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. On discute même pas. Absolument. Au point d'être doté d'une indication géographique protégée. Ici, il y a un terroir, il y a une dénomination, il y a une petite production, et ça fait des choses magnifiques. Cette année, après un été caniculaire, le brouhaha des machines a envahi les champs dès la mi-août. Soit une dizaine de jours plus tôt que d'habitude. Sitôt ramassées, les noisettes sont livrées aux coopératives de la région, où elles sont triées, nettoyées et calibrées. Alessandro est le chorégraphe de ce ballet mécanique. Quand tu regardes ça, tu sais déjà voir si c'est un bon lot ou pas. Non? Je sais pas. Tu sais. La qualité. Est-ce que tu sais voir si c'est plus gros, par exemple, ça, parce que... Il y a plusieurs choses. La noisette, si elle est grosse, ça ne veut pas forcément dire que l'amandon sera gros à l'intérieur. Ah, c'est pas le même rapport. Okay. Celle-ci, elle est bien pleine. Elle est blanche, elle est bien. C'est une bonne noisette parce que la coque est bien remplie. Il faut beaucoup de mécanisation en fait. Hein. Ça, sur le marché du chocolat, c'est invendable. Ça voudrait dire que nous, dans nos structures, il faudrait pouvoir casser, etc., trier. Et ici, ils le font automatiquement, donc c'est beaucoup plus facile. Il y a des morceaux de bois, il y a de la pierre, il y a vraiment de tout, quoi. Ça, c'est compliqué pour faire du praliné. Hein. Ça, je vous garantis, on va avoir du mal là-dessus. Hein. Il y a tellement de choses où, à un moment donné, vous arrivez à un endroit et vous pouvez être déçu parce que vous dites, mais tout compte fait, c'est pas vraiment l'histoire qu'on nous a racontée. Mais ici, on est complètement dans l'histoire. Donc rien que ça, déjà, je suis heureux. De quoi le rassurer sur la traçabilité. J'ai l'impression que c'est une pluie de noisettes. Alors, je danserai pas en dessous, hein, on est bien d'accord. Mais n'empêche que quand on voit ça, on commence à rêver. Toute la production de la coopérative est revendue à quelques kilomètres de là, à côté de la ville de Cortemiglia, dans cette usine. Ici, on vend 40% de la noisette piémontaise. Mais pas seulement. Pierre vient acheter son trésor chez ce grossiste depuis 7 ans.
Nous avons préparé des échantillons d'origine italienne. Son directeur et Morena, son acheteuse, proposent des noisettes de toutes les origines. Si au premier abord, rien ne ressemble plus à une noisette qu'une autre noisette, au goût, en fonction de leur variété et de leur terroir, elles ont chacune leur caractère. Alors après, qu'est-ce que tu as d'autre? Géorgie? Non, c'est sérieux, il y a Géorgie? Oui, oui. Quand je vois piémontaise et que je mets celle de Géorgie, il n'y a pas photo. Hein. C'est totalement... C'est incroyable. Et on a presque l'impression que c'est une petite amande. C'est incroyable. Ça ne goûte absolument pas la noisette. Pour moi, il y a un côté floral, mais absolument incroyable. Tu vois, je dirais de la rose, presque de la violette. C'est moins cher par rapport à l'origine. Et parmi les ici, la plus chère, c'est du Piémont. La plus chère, c'est le Piémont. Entre 11 et 13 euros le kilo, la piémontaise est en moyenne 4 euros plus chère que toutes les autres. Un prix qui s'explique par son petit volume, qui tourne autour de 17 000 tonnes par an. Voilà. Mais aussi, selon l'expert, par son goût inimitable. Il y a une profondeur. Tu vois, il y a une profondeur, il y a une amplitude aromatique incroyable. Il y a vraiment une note presque de chocolat comme ça qui vient s'accompagner. C'est splendide. Hein. Tu vois, la noisette ici, elle est là, elle reste, elle est persistante. Elle n'a pas envie de partir, elle a envie de rester, tu vois. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est superbe, superbe. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Si, c'est 13 mm. 11-13. Hein. 11-13. Tu penses que cette année-ci, ce sera plus ce calibre-là que le calibre 13-15? Ouais, je crois, ouais. Ouais, hein. Une noisette plus petite, peut-être même plus chère, mais quoi qu'il en coûte, Pierre achètera ses 20 tonnes de piémontaise pour fabriquer son praliné. Il n'y a rien à faire à un moment donné quand il y a un goût et il y a une saveur, ben voilà, on l'identifie, elle reste. Et au même prix. Et voilà, et le prix devient secondaire. On va Top. préparer l'échantillon dans les prochains jours. Grazie. Parmi les centaines de variétés de noisettes dans le monde, seules 3 d'entre elles bénéficient d'une indication géographique protégée. Si la plus connue est celle du Piémont, l'île de Beauté défend la sienne depuis 2014. Dans la région de Cervione, au fond de la vallée, une forêt de noisetiers centenaires. Marius en est le propriétaire et il garde un œil vigilant sur toute sa récolte. Regarde les noisettes, c'est bon. Voilà, ça c'est un ramassage manuel. Mais c'est un peu dur de ramasser. Hein. Bon, là encore ça va, c'est censé grosse, ça va, ça va. Ouais, c'est bien, c'est un bon année. Bon, pour cette année, on n'a pas à se plaindre. Dans ce verger encaissé, pas d'autre choix que de faire une récolte manuelle, comme lui a appris sa grand-mère il y a près de 50 ans. Bon, je vous dis pas, au soir, le dos, les genoux, les premiers jours, c'est pénible. Après, ça va mieux. Normalement, quand on ramasse, voilà, on ramasse comme ça, vous voyez. Le secret, c'est d'avoir les doigts lestes, il faut être leste. Là, c'est... Mets un peu à marcher le souffleur, tu souffles un peu. Les 550 arbres de Marius produisent près de 3 tonnes de noisettes de Cervione IGP bio par an. Marius? Oui, salut. Ça va? Ça va, ça va, ça va. Alors, cette récolte? Ça se présente assez bien. Ouais. Hein. Ouais. On a encore quelques... Bien qu'il s'agisse d'un des pionniers de l'indication géographique protégée, oui. Marius doit lui aussi répondre à un cahier des charges strict. Bon, comme d'habitude, on va faire notre petite visite, notre contrôle interne. Hein. Alors, concernant les traitements phytosanitaires, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Date analyse de sol, c'est conforme. Fertilisation chimique, c'est conforme. On n'a rien inventé, hein. On est allé sur le terrain, on a vu ce qui se passait. Donc on s'est dit, pour faire des noisettes de Tchervion, il faut faire ce que faisaient les vieux. Donc on a fait le tour des noisetiers. Le noisetier, il est conduit en touffe. C'est le port naturel de l'arbre. La touffe, c'est des multitiges en fait. Ce n'est pas un monotronc. Vous n'avez pas un tronc avec des charpentières. Vous avez plusieurs tiges. Voilà. Il faut entre autres qu'il y ait aussi une distance minimum de 5 mètres entre chaque arbre, pas d'utilisation de produits chimiques et un désherbage mécanique. Le tout pour garantir la qualité du fruit. Alors ton lot est certifiable, donc tout est OK. Tout est OK. Tu as répondu à toutes les exigences du cahier des charges, donc tu signes là. Et moi, je signe là, le contrôleur interne. Voilà Marius. Dès qu'on a un label ou un machin ou quelque chose comme ça, les gens ils sont plus confiants. Quand il y a un suivi technique, il y a des techniciens qui viennent, qui suivent. On peut pas faire n'importe quoi. Hein. Quand un producteur fait de la noisette, on te fait de suite son inventaire verger. Donc Marius, il a 550 arbres. Demain matin, il va me dire, Patricia, j'ai fait 10 tonnes. Sur 550, il y a du louche. Tu veux dire, comme dit Marius, il y a du louche. Il a été prendre des noisettes ailleurs, vous voyez. Marius vendra toute sa récolte à la casserie située à quelques kilomètres de ses noisetiers, à Servionne. Perché dans les collines, le village qui a donné son nom à la noisette surplombe tout le territoire de l'IGP. En contrebas, l'association Anucciolla, Noisette en Corse, a pris ses quartiers il y a 6 ans. À sa tête depuis l'origine, Alain et Alain. On fait tout. On est bon à tout faire. On reçoit les noisettes, on les trie, on les vend, on les livre, on fait tout. Et on enlève les pourris. Hein. On enlève les pourris et les piquets. Hein? Car cette année, ils ont un souci de taille. Aïe. Un ravageur a débarqué sur l'île, bien décidé à se nourrir des noisettes corses. Ça, c'est des noisettes qui sont toutes piquées, complètement. C'est la production d'une personne. C'est les punaises asiatiques, dites punaises diaboliques. Mais là, vous voyez qu'elle est toute noire, piquée. Et là, vous voyez le centre qui commence à être marron. C'est-à-dire qu'elles sont foutues, quoi. Piquées par la punaise. C'est amer, impossible à manger. À chaque livraison, Alain prend un échantillon pour vérifier la qualité du lot. Un stress pour Charlie, comme pour la centaine de petits producteurs de la région. Ça a commencé l'année dernière, hein? Ah oui, l'année dernière. Ouais. Elle est piquée aussi. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est la punaise ou c'est le soleil? Non, c'est la punaise. D'accord. Sur 1 kilo, il y a une vingtaine de noisettes touchées, allez. Combien? Une vingtaine. Sur 1 kilo? Ouais. Arrêtez. Moins. T'es fou, quoi? Il y en a la moitié. Sur 1 kilo, tu en as presque 500 grammes de pourri. Voilà. D'accord. Mais là, ça veut dire que vous allez être payé la moitié de ce que vous auriez pu. Non, je pense pas, parce que il a cassé une dizaine de noisettes, une quinzaine de noisettes. Sur 15, il y en a quand même une dizaine qui sont belles. Donc là, à yeux fermés, il va me payer ce que j'ai ramassé, quoi. Contrairement à ce que Charlie espère, Alain ne va lui payer que 2/3 de sa récolte. Ainsi, il ne touchera que 200 €. Comme c'est bien. Arrivé avec 3 sacs de 20 kilos, c'est aussi l'heure de vérité pour Marius. C'est le test. Ça tourne mal là, la récolte elle est foutue, on a ramassé pour rien. Non, ça va. Non, pour l'instant, bon, on n'a pas... Bon, je dis pas du 100%, mais bon. Voilà, on est 5 sur 5. Contrairement au reste de ses camarades, Ça peut aller, c'est bon. Marius semble avoir été épargné par la punaise diabolique. C'est bon. 2 sur 16. En provenance d'Asie, le ravageur a débarqué à Bastia il y a 1 an à peine. Depuis, la punaise n'a cessé d'envahir les noiseraies de l'IGP. C'est énorme. Malheureusement pour le moment,
les moyens de lutter contre ce fléau sont plutôt artisanaux. On n'est pas ni à une, ni à deux. Hein. J'ai dû en prendre déjà au moins 5000. Et c'est ça qui les attire. C'est ça qui les attire, les phéromones. C'est le seul moyen de lutte que vous ayez là en ce moment en Corse? C'est tout. C'est la seule manière que vous ayez de vous battre? Ah oui. Et puis on essaie ça depuis une semaine, c'est tout, hein, on ne le savait pas. Hein. Et c'est de partout. C'est de partout. La Corse est loin d'être un cas isolé. La punaise diabolique est connue de tous les producteurs de noisettes, y compris dans ces champs du Lot-et-Garonne. Ici, le ravageur peut faire jusqu'à 15% de dégâts chaque année. Dans la plus grande coopérative de noisettes de France, Unicoque, qui gère 90% de la production française, la lutte contre ce nuisible est devenue l'une des problématiques majeures. La filière est en péril. Son laboratoire de recherche, l'ANPN, en a fait sa priorité. Ils ont appelé ça le projet Réplique. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle punaise diabolique alors? Elle n'a rien de particulier en termes de relatif au diabolique. Par contre, ce qu'elle pourrait avoir de diabolique, c'est qu'effectivement, c'est une des punaises qui a le plus grand spectre de plantes hôtes parmi toutes les punaises de cette famille-là. Elle va s'attaquer à plus d'une centaine en fait de cultures possibles, de toutes les familles possibles. Ça peut aller des tomates et des aubergines jusqu'au maïs, en passant par la noisette. Elle pourrait avoir ça de diabolique éventuellement. On y va? Allez, c'est parti. Ces chercheurs travaillent sans relâche sur une solution biologique. Leur objectif, faire proliférer des insectes parasitoïdes qui pondent leurs œufs dans ceux de la punaise. Alien, c'est le parasitoïde le plus connu du monde, qui se développe dans son hôte, l'humain, et qui va ensuite tuer l'humain quand il va sortir de son ventre. Alors on travaille des parasitoïdes beaucoup plus sympas, qui ne s'attaquent pas à l'humain, qui vont juste tuer la punaise, mais le principe reste à peu près le même. La plaque d'œuf de punaise, appelée ooplaque, est alors mise en contact avec son prédateur. Après un court repérage, l'insecte va être sans merci avec sa proie. En fait, elle est en train de déposer progressivement un œuf à l'intérieur de l'œuf de punaise. Elle va être assez efficace parce que elle va enchaîner comme ça tous les œufs de l'ooplaque. Et donc en fait, en approximativement 1 heure et demie, toute l'ooplaque aura été parasitée. Et ensuite, elle va pouvoir passer à chercher une ooplaque suivante. Et pour, comme ça, parasiter au cours de sa vie entre 60 et 80 œufs. Donc chaque parasitoïde va donner une vingtaine de parasitoïdes, qui même vont donner une vingtaine de parasitoïdes, etc., etc. Et si on a deux femelles qui arrivent sur la même ooplaque, elles se battent. Bon, elles sont pas extrêmement armées, c'est juste à botter des antennes. Ouais, c'est ouvrir les ailes brusquement, c'est se grimper dessus. Ouais. Le projet se développe vite et d'autres parasitoïdes sont à l'étude, notamment la guêpe samouraï, qui régule la punaise en Asie, son pays d'origine. Mais si la punaise diabolique est une catastrophe pour la noisette mondiale, la région du Lot-et-Garonne souffre également d'un autre insecte spécifique de la région, le balanin. Un charançon né avec l'implantation des noisetiers en France, il y a 50 ans. Il est l'ennemi numéro 1 de l'équipe. Ici, on voit sur cette noisette qu'il y a un trou, et donc c'est le trou qui a été réalisé par la larve pour pouvoir sortir de la noisette. Donc elle a consommé tout l'intérieur, tout l'amandon, et ensuite elle sort. Si on casse la noisette, il reste absolument rien. C'est une noisette vide. Combattue jusqu'en 2018 avec des pesticides néocotinoïdes, un changement de législation les a interdits depuis sur la culture de la noisette française. Sans traitement insecticide, le balanin peut faire près de 80% de dégâts. Ainsi, l'équipe a dû accentuer ses recherches pour trouver des solutions naturelles. Donc là, ici, on peut voir un balanin qui a été contaminé par un champignon. Donc tout ce que vous voyez en blanc, c'est le champignon qui s'est développé tout autour du balanin. Et la trace noire que l'on peut voir sur l'écran, en fait, c'est son rostre. Et en fait, son rostre, c'est un peu une trompe à l'extrémité de laquelle on va avoir la bouche du balanin. On a pu mettre en évidence en laboratoire que ce champignon était efficace contre l'insecte. Par contre, la grande difficulté, c'est de savoir quand appliquer le produit au verger, en lien avec la présence de l'insecte, mais aussi de s'assurer qu'on ait les bonnes conditions climatiques. Parce que, comme on est sur du champignon, il faut quand même qu'il y ait un certain niveau d'humidité pour qu'il puisse se développer. Il y a
des essais de mise au point d'applications qui doivent être effectués. Attenante au laboratoire, la plus grande coopérative de France traite la production de 330 agriculteurs répartis sur 7500 hectares de vergers. Unicoque gère ainsi 100 tonnes minimum de noisettes par jour pendant les 6 semaines de la récolte. Donc ici, nettoyage à sec. Ensuite ici, c'est l'étape de lavage à l'eau claire avec une machine à laver qui fait tourner les noisettes dans l'eau claire. Ça, c'est pour enlever toutes les impuretés qui sont sur la coque de façon à ce qu'on ait un fruit qui soit bien brillant. Une des particularités de la filière en France, c'est que 50% de son activité est dédiée aux fruits entiers en coque. C'est la seule au monde. Et ce fruit en coque, il faut qu'il soit joli, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit bien propre. Donc on le lave à l'eau claire. Séchées 24 heures, les noisettes en coque sont sélectionnées et calibrées mécaniquement avant de subir un dernier tri manuel. De quoi filtrer les fruits touchés par les ravageurs de la noisette, passés au travers des mailles du filet. C'est les plus faciles, là. Les grosses. C'est les plus faciles à trier. Bon, elles sont belles. Le plus 24, c'est un peu rayé quand même. Le noir, je vais casser. En principe, le balanin, comme il dévore l'amandon, le fruit est quasiment creux et donc il sort à la ventilation. Et les punaises, par contre, ça c'est très difficile à trier. Là, il y a une piqûre de punaise, par exemple, elle est très petite. Elle est probablement sans conséquence, mais c'est quand même une piqûre de punaise. En plus des ravageurs, les gels du mois d'avril ont été dramatiques pour la production française. Avec seulement 5000 tonnes, c'est la récolte la plus basse depuis 2020. Mais pas de pénurie en vue. La France fait état de petits poussets dans la production mondiale. Face aux 800 000 tonnes produites par la Turquie, le leader du marché. Ici, les noiseraies s'étalent sur plus de 1000 km au nord du pays et font vivre 3 millions de Turcs. Au cœur de la région, Ordu, la capitale de la production, bat au rythme de ce petit fruit. Günaydın abicim, konuşmam lazımmış seninle. Bu fındıklar buradan mı geliyor abi? C'est là qu'il faut être parce qu'il y a énormément de noisettes. Ordu est la ville la plus importante de noisettes au niveau mondial, avec 250 000 tonnes par an. Il y a des magasins de noisettes partout à Ordu. Alexis Sumar vit entre la France et la Turquie depuis 30 ans. Importateur pour la plus grande multinationale de fruits secs, il fait régulièrement des allers-retours ici, où la noisette est en moyenne 20% moins chère que dans le Piémont. La noisette en turc se dit fındık. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Chaque jour, une poignée de noisettes est très bon pour la santé. Donc c'est ce que je fais tous les matins, je mange une poignée de noisettes. Un atout santé pour Alexis, mais aussi l'un de ses plus gros marchés. En repérage pour un client, il a rendez-vous dans l'une des 10 usines les plus importantes de Turquie. Ici, 25 000 tonnes de noisettes en coque sont traitées par an. Alexis va faire l'audit de l'usine avec le directeur en personne, Dursun Gürsoy. Regardez, chaque noisette a été triée selon son diamètre et sa qualité. Elles vont passer ensuite au laser. Dans cette réserve, 300 tonnes de noisettes fraîchement décortiquées correspondent à une seule semaine de production. Des quantités que seules les usines turques peuvent tenir. On commence par la torréfaction. Venez. À partir de là, les noisettes sont aspirées et elles montent à l'étage avec un ascenseur. C'est là-bas qu'elles sont transformées et ensuite triées à la main. À l'étage du dessus, les noisettes sont alors séparées en fonction de leur forme et de leur région.
La différence entre les deux noisettes, c'est l'origine. La Giresun est utilisée pour les snacks. La Levante est plus utilisée pour des produits industriels, comme pour faire de la pâte de noisette. C'est une noisette ratatinée, de petit diamètre, entre 9 et 11 mm. La matière grasse est moins importante que dans celle de la Giresun. La Levante est à 5 € le kilo. Broyée sans ménagement, elle devient l'ingrédient essentiel de toutes les pâtes à tartiner. Quant à la Giresun, de qualité supérieure, elle est vendue 2 € plus cher. Plus grasse, plus grosse, plus esthétique, elle a une qualité qui plaît beaucoup aux chocolatiers. Vous voyez, donc il n'y a pas du tout de peau, c'est complètement blanchi. Il n'y a que cette variété qui peut être 100% blanchie. Vendue entière, concassée ou en copeaux, la noisette Giresun sera valorisée dans les produits qu'on retrouve dans nos supermarchés, en glace, en pâtisserie ou dans nos chocolats industriels. Est-ce que c'est le produit numéro 1? Celles-ci ne sont pas notre best-seller. Celles qu'on vend le mieux, ce sont les noisettes blanches torréfiées. Les calibres 11 à 15 mm qui sont utilisés dans la production de tablettes de chocolat notamment. Ces noisettes hachées sont notre deuxième plus grosse vente. De Turquie, d'Italie ou de France, ces noisettes ont-elles vraiment des saveurs si différentes? Victoire Finaz est une spécialiste du goût. Elle s'est même inventé un nouveau métier, chocologue. Pour nous, elle a accepté de tester 3 noisettes, chacune emblématique de sa région. La Tonda Gentile du Piémont italien, la Fertile de Coutard du Lot-et-Garonne et enfin la Toumboul de Turquie. Toutes ont été torréfiées pour en exhaler les arômes. Elle est très ronde et très grasse en bouche, très gourmande. Et là, on passe à la française. Alors là, j'ai beaucoup plus de goût en bouche. J'ai une note un peu fleurie en attaque. Après, j'ai des jolies notes de noisettes bien torréfiées. Elle est croquante. C'est plutôt très agréable. On passe à l'italienne. Là, j'ai vraiment des notes de noisettes type pâte à tartiner. Je suis dans la gourmandise en fait de la noisette très aromatique. Ainsi, malgré leurs différences, toutes les 3 ont une saveur bien prononcée de noisette. Mais retrouve-t-on ce goût dans les produits industriels? Nous avons sélectionné quelques tablettes de chocolat, vendues en moyenne 20% plus cher lorsqu'elles contiennent de la noisette, qu'elles soient entières, concassées ou mixées en praliné. Il y a une promesse de noisette qui est faite sur l'emballage, mais quand je le croque, j'ai pas du tout le goût de la noisette, j'ai vraiment le goût du sucre et du chocolat au lait qui ressortent. Au niveau du goût, le sucre et la vanille l'emportent. Je vais prendre un petit morceau où il y a de noisette. Bizarrement, la noisette semble être aux abonnés absents. On peut aussi penser que comme la noisette elle est concassée, il y a une libération des arômes, mais en fait pas du tout. J'ai vraiment le sucre qui domine. Pour le moment, le goût de la noisette est inexistant des 4 premières tablettes. Ici, j'ai une odeur de noisette très forte. En fait, cette odeur de noisette m'interpelle. Et donc du coup, quand je regarde la liste des ingrédients, je vois qu'en effet, c'est une tablette de chocolat au lait aromatisé. Donc il y a probablement de l'arôme de noisette qui vient en fait offrir une expérience de noisette très forte au nez. Et à la dégustation, l'arôme remplit parfaitement son rôle. C'est vrai que j'ai une faim sucrée, mais en tous les cas, la première bouchée était très forte en noisette, en goût de noisette. En fait, je suis assez déçue par ces chocolats parce que je me suis dit, tiens, il y a la noisette est mise en avant. Et en fait, pas du tout. Ils n'ont pas choisi des noisettes très aromatiques, avec une grande puissance en goût, ou ce sont des noisettes qui sont pas très torréfiées, parce qu'on sait que la torréfaction quand même exhale les arômes. Et finalement, le meilleur
en termes de goût de noisette, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle, c'est cette tablette-là, où quand j'ai croqué, j'ai eu un goût de noisette qui arrivait en bouche. Alors, il y a eu de l'arôme, etc. Mais en tous les cas, on a beaucoup plus d'expérience de noisette avec celle-ci. Car la noisette ne se laisse pas apprivoiser si facilement. Pour révéler toutes ses saveurs, il faut savoir la mettre en valeur. À Bruxelles, au pays des chocolatiers, la noisette est reine. Et notamment dans les 2600 mètres carrés de l'atelier de Pierre Marcolini. C'est ici qu'il confectionne avec son équipe toutes ses créations. C'est quelle fève de cacao? On est sur quoi? C'est Otomé ou Ça c'est Cuba. Cuba? C'est la base pour le chocolat noir. Aujourd'hui, nous allons connaître le secret de son praliné noisette. La recette est simple, des noisettes caramélisées dans le sucre. Tout son art réside dans les proportions et l'origine de ses ingrédients. Quand je regarde les anciennes recettes, le praliné, c'était 50% de sucre pour 50% de fruits secs. De la noisette, de l'amande, de la pistache, etc. etc. Aujourd'hui, on est plutôt à 40% de sucre pour 60% de noisettes. Donc on va vraiment aller chercher le produit. Et donc là, au fur et à mesure, on va rajouter du sucre qui va fondre. Donc, toujours ensemencé, gentiment. On a vraiment cette jolie mare de caramel qui se prépare à accueillir les noisettes. La fameuse piémontaise. Si elle est plus petite que l'an passé, doucement, doucement. La récolte a été meilleure que prévu et son prix moins cher qu'anticipé, à 11 € le kilo. Donc là, on a tous les noisettes qui vont être absorbées par le caramel. Il est magnifique, il est magnifique. Bien, bonne température. Une fois figé, le caramel aux noisettes va être mixé et transformé en poudre. Ça sent la noisette avec une note de caramel absolument incroyable, quoi. Donc ça, c'est... Mais pas trop. Avant d'être de nouveau broyé pendant 24 heures avec une meule en pierre. Un bon praliné, ça se mérite. L'avantage de la noisette, l'intérêt de la noisette, évidemment, c'est qu'il y a assez de matière grasse que pour que ça devienne un praliné soyeux et vraiment onctueux. Pour sa bouchée chocolatée, Pierre va mélanger son praliné à très peu d'ingrédients. Donc, je vais rajouter mon chocolat au lait. Je vais rajouter mon beurre de cacao. Donc là, on mélange le tout. Un exhausteur de goût. Je rajoute mon sel. Et encore un peu de la star de sa recette. Car pour le chocolatier, il n'y en a jamais assez. La noisette, c'est un peu une diva quand même aussi. Hein. Elle aime bien se faire encercler. Donc soit avec du caramel, soit avec du chocolat au lait. La plaque va encore cristalliser toute une nuit. Ah, super, merci Loïc. De rien. Avant d'être enrobé de chocolat. On y va, je te laisse faire. Et enfin découpé avec un instrument de dernière génération. Beau. On y va. Ça donne quoi 8 minutes plus tard? Regardez, regardez ça. Regardez comme c'est beau. Là, 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 voilà. Cette noisette a été fondue au sabre laser. Ces petits bonbons chocolat noisette sont une réinterprétation d'un fameux chocolat italien. Turin, le fameux géant du Jard, le Gianotti, qui est plutôt conique. On est parti sur cette base-là. On a rajouté de la noisette et encore de la noisette. Et pour avoir quelque chose qui soit à la fois tendre, croquant. Je ne sais pas comment j'aurais appelé ça autrement que petit bonheur. Parce que c'est que ça. Le fameux Gianotti n'a pas inspiré que Pierre Marcolini. Retour dans le Piémont italien. Ici, le célèbre chocolat noisette est une religion. Bonjour, je peux vous aider? Oui, une boîte de Giandutti, s'il vous plaît. Si. C'est le best-seller de tous les chocolatiers turinois.
Donc l'orange, celui que je vous mets dans la boîte, c'est le traditionnel. Et le gris, c'est la même recette, mais sans lait. Une tradition qui a plus de 150 ans et à l'origine de la plus fameuse des pâtes à tartiner. Au XIXe siècle, Napoléon Bonaparte impose un blocus sur les produits issus des colonies britanniques, y compris le cacao. Les chocolatiers turinois, en manque, décidèrent de remplacer la fève devenue rare par la noisette du Piémont qui abondait dans la région. C'est ainsi qu'est né ce petit bonbon en forme de chapeau de Napoléon, le gianduja. 100 ans plus tard, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour les mêmes raisons de pénurie, Pietro Ferrero s'est souvenu de cette idée et s'est mis à fabriquer un chocolat à découper, le giandujo. Très vite, il évolue en un produit crémeux et devient la super crema, ancêtre de la fameuse pâte à tartiner, la Nutella. À 1 heure de Turin, la ville d'Alba. C'est ici que l'histoire de la famille Ferrero a commencé dans les années 40 et continue encore aujourd'hui. Dans ces rues, un balai incessant de camions qui viennent se recharger dans la plus grosse usine de la marque. Ferrero est la multinationale la plus consommatrice de noisettes à travers le monde. Elle utilise plus d'1 tiers de la production mondiale dans la fabrication de ses produits, dont les 400 millions de pots de pâte à tartiner annuels. Difficile de passer à côté de ce mastodonte du marché. Alors après plusieurs tentatives infructueuses, pour obtenir un rendez-vous, nous nous sommes rendus sur place pour tenter le tout pour le tout. Buongiorno. En français? Un petit peu. Je suis journaliste, en fait, je suis française. Je fais un reportage sur les noisettes. J'avais pris contact avec Ferrero, mais j'ai jamais eu trop de réponses. Il n'y a jamais d'autorisation, en fait. C'est pas possible. Vous avez déjà vu des journalistes rentrer ici, vous? Non. Jamais? Non. Jamais? Et pourquoi, vous savez? Je sais pas. Trop de secrets? C'est vrai? Bon. Ok. Merci, merci. Au revoir. Les Français sont les plus gros consommateurs de pâte à tartiner au monde et engloutissent près de 230 tonnes de pots de Nutella par jour. Mais depuis une dizaine d'années, la marque phare perd des parts de marché au profit de pâte à tartiner bio et sans huile de palme. C'est le pari de Rigoni di Asiago, le plus gros concurrent de Ferrero, un Italien lui aussi. La société s'est lancée dans la pâte à tartiner il y a une quinzaine d'années. Mais bien avant le chocolat, l'histoire de cette marque familiale a commencé ici, en 1923, avec les abeilles de l'Altiplano et leur miel commercialisé par la grand-mère d'Andrea Rigoni. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Plus de 50 ans au moins. C'est vraiment un bon moment. Les abeilles sont tranquilles. Comme je suis calme, elles ne s'impatientent pas. Tout ça me rappelle mon histoire. C'est ce que je faisais quand j'étais enfant, quand j'avais la ruche numéro 2. Et mon grand frère, Antonio, lui, il avait la numéro 1. Si l'apiculture ne représente plus que 4% de la production, cela a forgé toute la philosophie de la famille en agriculture biologique. Ainsi, leur pâte à tartiner ne déroge pas à la règle. Elle est 100% bio et sans huile de palme, un vrai plus face à Ferrero. Depuis le lancement de leur pâte à tartiner, l'entreprise a dû faire face à une demande exponentielle, au point d'ouvrir il y a 6 ans cette usine de 6000 m² uniquement dédiée à la nocciolata. C'est la première fois que la société laisse entrer des caméras. Comment ça va? Comment se passe la production aujourd'hui? Très bien. On est en train de vérifier le grammage, toutes les heures. Andrea Rigoni et son directeur n'ont rien à cacher. Ils dévoilent tout, du produit fini à la matière première.
Nos noisettes viennent d'ici, en Italie, mais aussi de nos noiserets en Bulgarie. Le reste vient de Turquie. Elles sont ensuite transformées dans une autre usine, ici, par un fournisseur italien qui travaille avec nous depuis 30 ans. Il broie les noisettes, il les transforme à la demande. Donc d'abord, il les torréfie, puis il les mixe, et enfin, elles arrivent comme ça, en pâte de noisette, un produit liquide. De quoi s'assurer de la traçabilité. Une pâte 100% noisette et sans aucun ajout. C'est l'ingrédient caractéristique de la nocciolata. C'est très très bon. Mélangée aux 7 autres ingrédients de la recette, la pâte à tartiner d'Andrea a su conquérir les papilles de plus d'1 million de Français, malgré un prix près de 2 fois plus cher que ses concurrentes bio. Si la quasi-totalité des noisettes est utilisée pour l'industrie agroalimentaire, une infime part, transformée en huile, suit un chemin plus confidentiel, celui de la cosmétique. Riche en vitamine E et en oméga 9, le petit fruit transformé en huile est prisé pour ses qualités hydratantes et antioxydantes. Un produit précieux dont les vertus n'ont pas échappé aux grandes marques traditionnelles. Bien mis en avant dans les campagnes publicitaires, l'est-il réellement dans le produit final? Nous avons choisi quelques cosmétiques conventionnels et les avons soumis à l'examen de Julien Québec, cosmétologue. Sur ce genre de produit, il y a quand même une pratique marketing qui est relativement trompeuse, puisque on a l'impression qu'on achète un produit riche en huile de noisette, donc noisette quand même image positive, gourmande et aussi efficace. Mais en réalité, on est sur un cosmétique tout à fait classique. Il y a même plutôt des déceptions, puisque ici, on a l'huile de noisette qui est complètement noyée dans un océan de pétrole, de plastique et de conservateurs polémiques. Donc bof bof. Ici, on peut voir en fait que l'huile de noisette, elle est bien, mais elle est en pauvre place. Et en plus, c'est une huile de noisette conventionnelle, industrielle, non vierge, non bio. Alors qu'on pensait que le produit était plutôt aromatique, proche de la nature. Et là, on a de l'huile de noisette en très pauvre place par rapport à des autres ingrédients beaucoup moins chers et qui n'ont rien à voir avec la noblesse de la noisette. Ça fait cher payer pour un produit rempli de produits pas du tout chers en fait. Pour l'expert, quitte à mettre le prix, mieux vaut tabler sur des produits bio plus chers, mais qui feront la part belle à l'huile de noisette. Pour un bon produit cosmétique à la noisette, on va d'abord regarder la qualité de l'huile de noisette utilisée. Est-ce qu'elle est vierge et bio ou pas? Vierge, parce qu'elle a été pressée à froid, ça veut dire que tous les bons acides gras ont été respectés et sont dedans, que la part de vitamine E qui doit y être est dedans. Bio, ça veut dire que les noisettes utilisées n'ont pas connu de contact avec des pesticides. Et souvent, ça se traduit par des labels qu'on peut regarder sur les emballages. Hein. Donc, un label bio, un label slow cosmétique, les deux, c'est l'idéal. Dans l'Aude, une petite marque de cosmétiques bio coche toutes les bonnes cases. À sa tête, un novice, Alain. Ce nuciculteur cherchait à valoriser sa production de noisettes. C'est comme ça qu'il a eu la folle idée de créer sa propre marque. Alors comment ça se passe, Maurice? Ah, c'est bon? Oh, ça se passe, hein? Ça se passe. Bon, les nouvelles noisettes sont un peu plus délicates. Hein. C'est son ami Maurice, producteur de noix dans la région, qui vient faire souffrir la noisette. Et la transforme en huile dès qu'il en a besoin. Ah, ça vient. Le fameux cri de la noisette qu'on écrase. Oh. Ah, ben voilà. Alors, on pleure. Et elle crie parce qu'elle n'aime pas être triturée, n'est-ce pas? Ça s'appelle la trituration. Prends la noisette, on a des rainures qui la crabouillent. Il faut que l'huile sorte. Voilà. Pour 1 litre d'huile cosmétique, il faut 5 kg de noisettes, de la patience et régler la température du pressoir sur 30 degrés maximum.
Au-delà d'une certaine température, ce sont quelques éléments constitutifs des valeurs thérapeutiques de la noisette qui disparaissent. Des omégas, des trucs comme ça. Ça, c'est l'huile qui va me permettre de formuler les façons. Voilà, belle couleur jaunâtre, une belle robe, translucide, pour pas dire transparente, pas de dépôt. Cet or jaune va être transformé par André, l'unique préparateur de la marque. Je suis, comment dire, quelqu'un de simple, et ce qui me gêne le plus, c'est quand je vois une étiquette avec toute une kyrielle de produits dont je ne comprends pas les noms d'ailleurs, ou c'est souvent des numéros. Je pense au consommateur, et si je mets sur l'étiquette des choses trop compliquées, il ne comprendra pas. Donc il va imaginer des choses. Ainsi, ces produits dépassent rarement plus de 3 ingrédients, comme pour cette recette de baume à lèvres. Première étape, faire fondre de la cire d'abeille et du beurre de karité. La cire d'abeille va solidifier, créer un corps. Alors là, le beurre de karité va apporter des propriétés hydratantes. Une fois que tout est fondu, le laborantin incorpore 60% d'huile de noisette. Quand je mets l'huile est froide et ça vient figer la cire d'abeille. Donc, il faut impérativement que je mélange le tout pour qu'il n'y ait aucun grumeau. Si je veux dire, si je faisais des crêpes, ça serait pareil. En tout cas, c'est aussi simple. Au contact du froid du moule, la mixture se fige déjà. Là, on est vraiment dans de l'artisanal. Hein. Voilà. Et après 2 heures au congélateur... C'est un peu magique, non? Ouais, moi j'aime bien. Avec une dizaine de produits, dont son huile pour la barbe, la petite entreprise d'Alain commence à bien tourner. Et voilà, un tour de manivelle, et c'est fait. Alors, l'avantage de l'huile de noisette, c'est que c'est une huile sèche. Une sèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va sécher rapidement, mais je vais perdre le gras, mais je vais garder la douceur. Il y a encore 5 ans, Alain n'aurait jamais pensé devenir l'égérie de sa propre marque de cosmétiques. Et alors là, c'est comment? Ah, c'est doux, hein? C'est doux. C'est dommage, hein, je suis le seul à en profiter, mais bon, c'est doux. En huile, nature ou transformée, la noisette a encore une belle carrière devant elle. Gourmande, goûteuse et généreuse, elle n'a de cesse de nous épater.